Nous sommes réunis ce soir pour cette conférence consacrée à la restauration de la baie 20 de l'église de Pont-Sainte-Marie. Une des très belles restaurations de ces dernières années sur notre territoire départemental. Et je tiens à saluer la commune de Pont-Sainte-Marie de leur présence ce soir. Merci beaucoup d'accompagner ce projet jusqu'à cette action de valorisation de ce gros travail. La baie 20 de Pont-Sainte-Marie, elle est actuellement exposée à la Cité du Vitrail et on vous proposera à l'issue de cette présentation d'aller la voir. Alors on n'en verra qu'une partie puisque, comme vous le savez peut-être, elle est présentée en lumière naturelle, donc devant les fenêtres, elle est exposée devant les fenêtres de la chapelle. Et donc d'ici 1 heure, il n'y aura plus beaucoup de lumière naturelle, mais un certain nombre de panneaux sont quand même présentés sur table lumineuse. Donc voilà, il y aura quand même matière à voir, à regarder, à échanger avec Christian et Elisabeth. Alors, nos conférenciers de ce soir, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Donc, Christian Coste, qui est donc membre du conseil municipal, délégué aux questions de patrimoine dans la commune de Pont-Sainte-Marie, qui porte ce projet de restauration depuis longtemps, qui porte les futurs projets également, puisque un projet en suit un autre, et donc il y a de nouvelles ambitions pour les restaurations des verrières de cette église. Christian Coste, par ailleurs, fait un travail d'historien sur, entre autres, l'église de Pont-Sainte-Marie et de ses verrières, et il a notamment découvert un certain nombre de choses concernant la verrière qu'il va donc vous présenter ce soir. Et Elisabeth de Bourleuf, qui est conservatrice, restauratrice du patrimoine, spécialisée dans l'art du vitrail, qui œuvre au chevet des vitraux au bois depuis maintenant de longues années et qui met tout son savoir-faire au service de la restauration de ce patrimoine fragile dont chaque action de restauration fait l'objet d'une concertation, d'une réflexion collégiale, de décision collégiale pour permettre à ces œuvres de traverser le temps. La verrière dont nous allons parler ce soir a un peu plus de 400 ans. On espère que grâce à ce travail de restauration, elle puisse durer encore au moins 400 ans. Je leur laisse la parole. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté cette proposition de conférence, d'avoir accepté ce dialogue aussi. On a fait le constat depuis maintenant plusieurs épisodes, plusieurs conférences, que les conférences à 2 voix fonctionnent particulièrement bien, donnent un dynamisme particulier. Donc merci vraiment à tous les deux pour ce travail et pour votre présentation. Je vous laisse la parole. Merci Anne-Claire, bonsoir à tous. On va peut-être éteindre la lumière. Donc cela fait maintenant un peu plus de 4 siècles qui nous séparent du jour où la baie 20 a pris place pour la première fois dans l'église de Pont-Sainte-Marie. Et malgré les outrages du temps, elle nous est parvenue jusqu'ici. Donc cette présentation va nous permettre de parler des différentes étapes de restauration de cette verrière qui a débuté donc en octobre 2023 par la dépose. Après, elle s'est poursuivie par sa restauration en atelier et enfin son exposition, comme Anne-Claire vous l'a dit, à la Cité du Vitrail durant cette année écoulée. Donc la restauration, c'est évidemment un moment privilégié au chevet de l'œuvre. On peut l'observer de manière très précise. Et donc cette observation approfondie nous a permis de compléter les informations qu'on avait sur l'histoire de la verrière, sur l'histoire de ses restaurations, sur les techniques mises en œuvre, les matériaux et les altérations dont elle a été affectée. Donc l'objectif, c'était évidemment de la restaurer, mais aussi de la protéger pour qu'elle puisse perdurer dans le temps et qu'on puisse l'admirer encore quelques années dans les conditions optimales. Donc nous vous proposons de partir à la découverte de ce véritable trésor de l'église de Pont-Sainte-Marie, le vitrail de la baie 20. Vous le trouverez côté sud, tout au fond de l'église, juste au-dessus des fonts baptismaux. Ce vitrail est un exemple d'art humaniste de la Renaissance. On y voit une représentation très anatomique et proportionnée des personnages,
Une organisation claire avec le ciel en haut et la terre en bas. La séparation entre les élus et les damnés. On sent aussi l'influence de la culture antique. Et au centre, l'homme devient acteur de son destin. Replaçons-nous maintenant dans le contexte de l'époque de sa pose. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Les dernières voûtes de l'église viennent d'être montées et il reste une fenêtre béante dans le mur sud. Il faut absolument la fermer. Les marguilliers de la fabrique se mettent donc en quête d'une solution rapide et économique. Et c'est là qu'intervient l'histoire dans la grande histoire. À cette époque, Troyes occupe une position stratégique en Europe. Située sur la grande route commerciale qui relie les pays du Nord, Flandre, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, au bassin méditerranéen, Italie, Espagne, la ville voit passer chaque jour des marchands et des colporteurs. On peut alors imaginer la scène, une rencontre tout à fait fortuite entre marguilliers et colporteurs. Une recherche orientée par la tendance de l'époque, une gravure religieuse anversoise destinée à la dévotion et à l'enseignement des fidèles, conformément à l'esprit de la contre-réforme. Une gravure échangée peut-être contre quelques pièces, et voilà que l'image qui servira de modèle au vitrail se retrouve entre leurs mains. Ce qui n'était au départ qu'une simple nécessité, obturer une ouverture, se transforme peu à peu en une véritable œuvre d'art. Et quelle histoire elle raconte! Une histoire étonnante, presque paradoxale. Car figurez-vous que l'estampe d'origine a été réalisée par un artiste réformiste à partir d'une gravure papiste. Autrement dit, une image catholique réinterprétée par un protestant avant d'être installée ici, dans une église, lieu de culte catholique. Pendant près de 50 ans, ce vitrail a porté le message de la réforme. Puis il a changé de main, changé de sens, et retrouvé sa place au service de la foi romaine. Une trajectoire pour le moins surprenante, qui en dit long sur la richesse et parfois la complexité de son sourire. De son histoire, pardon. Et puis, autre aspect remarquable, la technique utilisée. Ici, pas de grands vitraux colorés et opaques comme on en voit souvent à la même époque. Non, c'est une grisaille sur verre blanc, une technique beaucoup plus sobre, qui laisse passer la lumière et crée une atmosphère douce, presque apaisante. La représentation des thèmes de ce vitrail est unique en France. On y voit différentes scènes allégoriques, des images symboliques qui servent à transmettre un message. L'ensemble a une fonction pédagogique, fait pour aider les prêtres à enseigner la catéchèse aux fidèles. Témoignage particulièrement éloquent de la puissance de communication de l'image, cette verrière a suscité de nombreuses études pour en valoriser la valeur patrimoniale. À remarquer, l'étude de l'abbé Gnoret, curé de Pont-Sainte-Marie, publiée en 1896 sous le titre « Un vitrail politique dans l'église de Pont-Sainte-Marie ». L'abbé Gnoret exploite avec brio l'image dans le contexte de son époque, marquée par les lois contre les congrégations et l'affirmation de la République face aux conservateurs. Voyons le contexte historique et artistique. Ce sont les auteurs du Corpus Vitraeorum de Champagne-Ardenne, 1992, qui apportèrent, en suivant les travaux de Monique Barbier, la précieuse information que cette verrière a été conçue à partir d'une gravure attribuée à Hans Collaert, graveur né à Anvers en 1530 et mort en 1581. Membre d'une dynastie de graveurs influents, Hans exerça son talent dans les Pays-Bas, pays touché par la Réforme, et produisit des gravures religieuses destinées tant à la dévotion qu'à l'illustration d'ouvrages. Lorsque Hans Collaert grava son œuvre, l'Europe était traversée par un profond bouleversement. La réforme et la contre-réforme s'opposaient violemment. Dans ce contexte, son allégorie du chevalier chrétien pouvait facilement faire écho au conflit entre catholiques et protestants. Cette verrière est donc à la fois une œuvre d'art et un message religieux.
Elle illustre le triomphe du chevalier chrétien dans un contexte théologique particulièrement fort. Mais Collaert ne partait pas de rien. Il s'est inspiré directement d'une œuvre du graveur vénitien Battista Franco. Battista Franco, né à Venise vers 1510, était un peintre et graveur. Installé à Rome dès ses 20 ans, il réalisa de nombreuses copies d'œuvres de Michel-Ange et travailla pour des mécènes catholiques. Son art, raffiné et complexe, cherchait à affirmer l'autorité de l'Église face aux idées de la Réforme. L'une de ses œuvres la plus célèbre s'intitule « Le triomphe du chevalier chrétien » ou encore « Le triomphe du héros chrétien ». Elle est aujourd'hui conservée sous forme de croquis à la Morgan Library et Museum de New York. Très connue à l'époque, cette gravure fut tirée en 1555 sous le privilège du Sénat vénitien. Elle inspira ensuite El Greco pour le panneau central de son triptyque de Modène vers 1568. Grâce aux échanges artistiques et commerciaux, cette représentation se diffusa rapidement vers le nord de l'Europe. Hans Collaert, lui, travailla d'abord à Bruxelles, puis à Anvers, dans une région marquée par les tensions religieuses. Il connaissait bien les positions de Luther, qui autorisait l'usage des images à condition qu'elles soient au service de la théologie et accompagnées de versets bibliques. C'est exactement ce qu'il fait en ajoutant en plus bas de son estampe 4 vers en latin, que l'on peut traduire ainsi. Le soldat courageux a vaincu les terribles ruses, car il avait ceint l'armure du Christ. Grâce à cela, il a reçu du Christ la couronne sacrée, par laquelle il pourra vivre éternellement. À noter que les marguilliers qui ont commandé ce chef-d'œuvre ont choisi de remplacer le texte biblique par une dédicace qui reflète leur propre contribution à la réalisation de l'ouvrage. Hans Collaert exprime l'esprit de la Réforme. Le soldat courageux représente le croyant qui triomphe du mal uniquement grâce à la foi en Jésus-Christ. La victoire vient du Christ seul, et la couronne sacrée, la vie éternelle, est un don gratuit de Dieu reçu par la foi. Pour Battista Franco, c'est plutôt la spiritualité chrétienne, inspirée de la Militia Christi de Paul. Il exprime la collaboration entre la grâce de Dieu et les efforts du croyant. Le chrétien revêt l'armure du Christ en vivant les vertus, la prière et les sacrements, et sa fidélité est reconnue par Dieu dans la couronne sacrée. Alors, que ce soit la gravure de Battista Franco, l'estampe de Hans Collaert ou encore la Bévin, toutes trois traitent du même thème, le jugement dernier. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur interprétation change selon le regard de celui qui les observe. Hans Collaert a probablement ajusté la posture et la disposition des personnages de la gravure de Battista Franco pour correspondre aux attentes de son commanditaire. Quant au maître verrier, il a joué avec la lumière et la couleur pour donner encore plus de force au symbole et à l'émotion en vitrail destiné en lecture directe aux fidèles. La Bévin mesure environ 4 mètres de hauteur pour 2,40 mètres de largeur. Elle présente une structure gothique caractérisée par sa verticalité et ses meneaux. Elle adopte des motifs flamboyants dans ses ajours arrondis, tandis que son arc supérieur en plein cintre témoigne de la transition vers le style Renaissance. La verrière est composée de 3 lancettes de hauteur différentes. La lancette centrale, plus grande, occupe toute la hauteur de la baie. Elle est encadrée par 2 lancettes plus petites, surmontées chacune de 2 ajours et d'un écoinçon, ce qui permet de former le tympan. C'est un vitrail composé de 14 panneaux rectangulaires, dits orthonormés, et de 5 panneaux arrondis qui ferment cette verrière. Donc, dès le milieu du XVe siècle, sous l'influence flamande, les verrières évoluent vers des compositions plus unifiées. Et donc la scène va occuper toute la verrière, formant ainsi un tableau. À partir des années 1530, surtout en Champagne méridionale, le vitrail en grisaille et jaune d'argent s'impose
Et il est notamment inspiré des enluminures en camailleux, comme celle-ci par exemple, que l'on appelle aussi grisaille, et qui furent diffusées par des peintres verriers. En Champagne, la production de vitraux est essentiellement localisée à Troyes, où on trouve de nombreux ateliers qui produisent à grande échelle. Cependant, les guerres de religion et les réformes issues du Concile de Trente vont entraîner après 1560 la baisse de nombreuses commandes et donc beaucoup d'ateliers vont fermer leurs portes. Néanmoins, Troyes restera dans la deuxième moitié du XVIe et au début du XVIIe siècle un centre assez actif au niveau de la production. Donc pour ceux qui ne seraient pas habitués au vocabulaire du vitrail, je vais quand même faire un petit rappel. Donc c'est quoi un vitrail? C'est un assemblage de pièces de verre qui sont découpées selon un dessin préétabli. Chaque pièce est sertie de baguettes de plomb et à chaque intersection de plomb, on trouve une soudure à l'étain. Les panneaux sont ensuite assemblés dans la baie et maintenus par des fers. Donc on vient faire reposer un panneau sur les pannetons qui sont soudés aux barlotières. Donc les barlotières viennent en quelque sorte quadriller la verrière. Et le panneau est retenu par un système de feuillards et de clavettes qui viennent s'enchâsser dans les trous des pannetons. On a aussi ce qu'on appelle des vergettes. Donc on en compte 2 par panneau. Et ces vergettes sont rattachées au panneau à l'aide de petites attaches en plomb ici. Et donc les vergettes ainsi que les barlotières sont scellées dans la maçonnerie, ce qui permet un maintien optimal des panneaux. Et cela évite que les panneaux, sous l'effet de leur propre poids ou sous l'effet des vents, se déforment dans le temps. Donc les verres utilisés dans cette verrière sont des verres soufflés. Donc là, je vous ai remis 2 petits schémas qui présentent le soufflage des verres plats. Donc on a le système du soufflage en plateau ou en cylindre. Donc on reconnaît que ce sont des verres soufflés puisqu'on a la présence de petites bulles d'air emprisonnées dans la masse du verre. On trouve aussi des petites déformations à la surface des verres. Et on a aussi des variations d'épaisseur au sein d'une même pièce, ce qui peut donner des petits dégradés de couleur, puisque plus le verre est épais, plus la couleur est dense, et plus il est fin, plus le verre sera clair. Les teintes utilisées sont des teintes de verdâtre, donc les verres étaient colorés à l'oxyde de fer. Je vous ai aussi mis quelques petites illustrations des techniques qu'on pouvait utiliser à cette époque. Donc la plupart des photos sont issues d'un ouvrage très intéressant, qu'on doit peut-être trouver d'ailleurs dans la boutique de la Cité. Donc en fait, il y a des expérimentations qui ont été réalisées pour tester les recettes qu'on a trouvées dans le traité d'Antoine de Pise, qui était un verrier florentin. Donc on commence par tracer les pièces directement sur le verre et on venait donc couper le verre grâce à des fers chauds. Donc une fois qu'on applique le fer chaud, on vient mouiller le départ du tracé et ça vient créer un choc thermique. Et ensuite le verre filait et suivait le fer chaud. Une deuxième technique de coupe s'impose à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est la coupe à la pierre dure. Et par exemple la coupe au diamant. Donc on venait emmancher le diamant, on procédait à une rayure qui suivait le tracé et enfin on détachait les pièces. Cette technique s'est imposée parce qu'elle permettait un gain de temps assez conséquent et on avait moins de pertes de matière. On va parler maintenant des peintures. Donc là, je vous ai mis une petite gravure d'un peintre verrier dans son atelier et un détail de la verrière. Donc vous pouvez observer plusieurs colorations. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les 4 types de peintures qu'on retrouve sur cette verrière. Donc là, vous avez la ligne verte, en fait, c'est un verre vu en coupe. Et on va distinguer la face interne, à gauche, de la face externe. Donc la face externe, c'est la face qu'on retrouve dehors, et la face interne, c'est la face qui est à l'intérieur de l'édifice. Donc on a tout d'abord le jaune d'argent.
Donc le jaune d'argent, c'est une teinture qu'on retrouve dans le vitrail dès le début du XIVe siècle. Ici, les teintes, elles vont du jaune clair à l'orange foncé. Donc c'est quoi le jaune d'argent? En fait, on prenait de la limaille d'argent qu'on broyait finement. Et les sels d'argent, c'est donc la matière colorante. Et on venait l'associer à de l'ocre, qui est en fait une argile cuite et qui servait de véhicule lors de l'application du jaune d'argent. On pouvait avoir un rendu différent si on mélangeait avec le sément ou non. Donc ce jaune d'argent, on vient l'appliquer en face externe. Et après cuisson, les sels d'argent pénètrent dans la surface du verre. Donc là, je vous ai mis une photo macroscopique donc, du verre vu en coupe. Et on voit que cette partie teintée de jaune, en fait, ne représente que quelques micromètres. Et après cuisson, en fait, la particularité du jaune d'argent, c'est que le verre reste transparent. Deuxième peinture, c'est l'émail. Donc on le retrouve très ponctuellement sur cette verrière. Et on trouve que de l'émail bleu, voire bleu-gris. Donc l'émail, c'est une peinture qui apparaît dans l'histoire du vitrail en France autour de 1543. Ici, sur la verrière, il est appliqué en face interne. Et donc l'émail, en fait, c'est un verre ici bleu qu'on est venu broyer à froid. Ensuite, on l'a délayé et on l'applique. Et après cuisson, l'émail est d'aspect un peu brillant et parfois légèrement transparent. Troisième type de peinture, la grisaille. Donc la grisaille, c'est quoi? Alors en fait, on vient, lors de la fabrication, broyer un fondant vitrifiable qu'on appelle fondant rocaille. C'est un verre au plomb en fait. On vient également récolter des bâtitures de cuivre ou de fer. Ce sont les deux oxydes métalliques qu'on retrouve essentiellement dans les recettes du vitrail. Et ces deux composés sont mélangés et broyés finement. Une fois délayé, on l'applique à la surface du verre. Et après cuisson, le fondant vient enrober les oxydes métalliques. C'est grâce à ce fondant que la peinture, après cuisson, adhère au verre support, puisqu'on a un fondant vitrifiable, donc comme un verre, qui fond et qui vient coller le verre support. Donc la grisaille, on peut la retrouver par-dessus l'émail. On peut également la trouver en face externe, par-dessus le jaune d'argent. Donc d'aspect, elle est mate, granuleuse, et si elle est appliquée en lavis ou en jus, on peut garder un peu de transparence. Enfin, on a la sanguine. Donc la sanguine, c'est une peinture qui apparaît dans la seconde moitié du XVe siècle, et elle sert principalement à donner les tons de chair. On la retrouve au niveau des lèvres, des joues, du corps. On peut aussi l'utiliser pour des éléments de décor, ici des petites fleurs par exemple, ou même les cheveux des personnages. Donc la sanguine, en fait, elle était tirée d'un minerai de fer qu'on appelait également sanguine. Et donc on venait la broyer finement et la mélanger également, comme pour la grisaille, à un fondant rocaille, donc à base de plomb. Et la particularité de la sanguine, c'est qu'on la mettait à décanter. Donc une fois mélangée à de la gomme arabique, on la mettait dans l'eau et on profitait donc de la vitesse de sédimentation des particules pour séparer les particules les plus grosses des particules les plus fines. Donc les peintres, eux, recherchaient les particules les plus fines puisqu'elles avaient un pouvoir colorant plus fort. Et c'est ces petites particules qui donnent cette couleur rouge-orangée. Les particules les plus grosses, elles, donnaient des couleurs plus foncées, allant du rouge au brun-violet. Donc la sanguine, elle est appliquée en face externe, en couche très très fine, ce qui peut donner parfois cette impression de transparence. Donc on a appliqué la peinture de différentes manières. On peut l'appliquer soit au trait, soit en aplat. Et avant cuisson, quand la peinture
peut s'enlever tel de la craie sur un tableau. On peut utiliser des petits outils pour créer des petites lumières ou créer des modelés. Donc maintenant, Christian va nous parler plus en détail de ce que le peintre a illustré sur cette verrière. Maintenant, oui, nous allons voir l'iconographie de ce vitrail. Donc la composition de l'œuvre s'articule en 9 tableaux, chacun illustrant un verset biblique. Le Christ en gloire accueille les élus, guidés par des anges, qui s'élèvent vers le paradis. C'est la scène du jugement dernier. À la droite du Christ, la montée des âmes vers le paradis. Des anges recueillent des enfants, symbole des hommes sauvés, et les emmènent vers la lumière divine. À la gauche du Christ, une multitude d'anges ou d'âmes en gloire, célébrant la scène. Dans sa main droite, le Christ tient le labarum, ou étendard de la résurrection. Il représente sa victoire sur la mort et le péché, sa résurrection après la crucifixion. Le squelette armé d'une faux incarne le pouvoir brutal de la mort sur la vie humaine. Les damnés en enfer ont les corps déformés par la peur et la souffrance, broyés par un serpent qui symbolise le diable. Une sphère armillaire, foulée par les démons. La sphère armillaire représente le cosmos dans son ensemble, l'univers. Foulée aux pieds des démons, elle symbolise le désordre du monde livré au mal. Le prédicateur, s'adressant aux fidèles, représente la voix de l'Église. La parole de Dieu est proclamée, les croyants l'écoutent. Les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, orientent directement le croyant vers Dieu. Elles rappellent les valeurs essentielles qui guident la vie chrétienne. Un ange, tenant à ciboire dans l'hostie aux fidèles, allusion directe au sacrement de l'Eucharistie. La colombe, symbole d'espérance, apporte un message de paix et de réconciliation. Enfin, le thème central, dans lequel on voit un véritable affrontement entre le soldat de Dieu et les démons. C'est le combat du bien contre le mal, au moment du jugement dernier. Le soldat essaie de sauver les âmes des justes pour les emmener vers le paradis, alors que les démons cherchent à attirer les pécheurs en enfer. C'est la représentation de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Signez vos reins de vérité, revêtez la cuirasse de la justice. Prenez le bouclier de la foi et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette scène symbolise le moment décisif où le Christ juge l'humanité. Nous allons voir maintenant les citations et les dénominations en latin. Les messages portés par ce vitrail sont appuyés par des citations en latin, écrites à proximité des scènes concernées. Au centre du jugement dernier, l'image montre le Christ ressuscité devant un personnage agenouillé. Le sens de cette représentation est donné par l'inscription des mots en latin « Dominus meus et Deus meus », c'est-à-dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la profession de foi de Thomas qui reconnaît le Christ comme le modèle à suivre. Le Christ porte une couronne à bout de bras pour annoncer la récompense des élus, la gloire éternelle dans le royaume de Dieu. Elle complète la croix. Le sacrifice a rendu possible la couronne, la souffrance a ouvert la gloire. Ite maled, allez maudit. Allez maudit dans le feu éternel. Le Christ chasse les damnés vers l'enfer. Venite benedict. Venez les bénis de mon Père. Fides, spes, charitas. Les 3 vertus théologales. La foi, l'espérance, la charité. Leur rôle dans le contexte de la représentation du jugement dernier est essentiel. Elles symbolisent les qualités spirituelles nécessaires pour atteindre le salut éternel. Salut. La promesse du salut éternel, la protection de l'âme, c'est le casque. Justifia, justice. La vertu qui défend la droiture morale, la justesse des actions humaines,
c'est la cuirasse. Fides, foi. La foi protège contre le doute et le mal, c'est le bouclier. Verbum, la parole. L'arme spirituelle, la parole de Dieu, c'est le glaive. Ces définitions renforcent l'image du soldat face aux démons. Maintenant, nous allons comparer les représentations entre Franco, Colert et la Bévin. L'attitude du Christ. Dans la tradition chrétienne, la droite du Christ correspond au côté du salut, à la lumière et à la vie éternelle, tandis que sa gauche représente le domaine de la damnation et du péché. Pour Battista Franco, artiste catholique, le Christ se tourne vers sa droite, c'est-à-dire vers les élus, dans un geste de bénédiction. L'image exprime la confiance dans le salut offert par l'Église et la hiérarchie du jugement est claire. Dieu, les anges, les saints et les fidèles. Hans Colert inverse cette orientation. Le Christ regarde vers sa gauche, le côté du châtiment. Pour Colert, influencé par la pensée réformée, le salut ne passe plus par les sacrements ou l'intersection de l'institution, mais par la foi personnelle et la responsabilité individuelle devant Dieu. Ainsi, à travers un simple changement de direction du regard du Christ, on perçoit deux visions du christianisme. L'une catholique, tournée vers la promesse du salut collectif, l'autre réformée, marquée par la gravité du jugement individuel. Dans la Bévin, le Christ, dans la gloire de la résurrection, se tourne vers la gauche, c'est-à-dire du côté des damnés. On peut y voir un geste de miséricorde. Le Christ glorieux, vainqueur de la mort, reste attentif à l'humanité tout entière, même à ceux qui sont perdus. Cela traduit à la fois sa puissance et sa compassion. Les vertus théologales. Chez Battista Franco, la charité et l'espérance se tournent vers le prédicateur, alors que la foi reste dirigée vers le soldat. Mais elle s'alimente par la charité et l'espérance. Elle s'incarne dans les ordres, la prédication et les sacrements. C'est une version catholique conforme à la théologie du Concile de Trente. Chez Colert, les vertus ont le regard tourné vers le soldat du Christ, à la fois intérieur, individuel et centré sur la relation directe à Dieu. C'est une vision réformée où le salut dépend de la foi seule et de la grâce divine, non des institutions. Le prédicateur. Pour Battista Franco, le prédicateur est dans une posture plus solennelle, le regard vers Dieu, debout sur une pierre portant l'inscription Divina Fanvantia Petra, référence à Saint Pierre. La pierre sur laquelle sera bâtie l'Église, la pierre comme fondement de l'Église et de ses sacrements. À l'inverse, chez Hans Colert, le prédicateur regarde le soldat de Dieu. Il est debout sur une pierre à l'inscription Angelus Federis, qui signifie l'ange de l'alliance, ce qui renvoie au Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes. La véritable alliance avec Dieu ne passe pas par l'Église institutionnelle, ni par les sacrements, mais par la parole de Dieu, du Christ seul. Le combat. Dans la gravure de Battista Franco, le soldat paraît soutenu par le prédicateur et les vertus. Il n'est plus isolé, mais guidé et protégé par l'Église. Les démons représentent le mal extérieur que la grâce et les sacrements permettent de repousser. Le premier exprime la lutte individuelle du croyant protestant, le second la défense collective de la foi catholique. Chez Colert, au contraire, le soldat affronte seul les démons. C'est l'image du croyant réformé, engagé dans un combat intérieur où seule la foi le soutient. La foi le regarde et l'encourage, mais sans intervenir. Le salut vient de sa foi personnelle face au mal. Si on voit la transformation de la gravure en vitrail, la transformation d'une gravure en noir et blanc en un vitrail monumental n'est pas simplement une copie agrandie. C'est une véritable recréation symbolique où le maître verrier a donné une nouvelle vie à l'image grâce à la lumière et à la couleur. Dans la gravure originale de Hans Colert, tout repose sur le clair-obscur. C'est une image interprétée de près, qui accompagne un texte destiné à un public capable de le lire et de le méditer. Mais lorsque le dessin devient vitrail, la scène s'illumine.
La lumière du soleil traverse le verre et cette lumière réelle devient la lumière de Dieu. Le spectateur n'est plus un simple observateur, il est plongé dans la scène. Le maître verrier a aussi repensé la composition. Le Christ domine la partie centrale, entouré des élus, tandis que les damnés apparaissent dans le bas du vitrail. Les trois lancettes structurent la vision du monde, le ciel en haut, la terre au milieu et l'enfer en bas. L'image devient alors un véritable théâtre spirituel. Les inscriptions latines, comme Fides, Spes, Caritas, voient leur nouveau rôle évoluer. Dans la gravure, ce sont des mots à lire. Dans le vitrail, aujourd'hui estompé par le temps, ce sont des mots qui rayonnent. La parole divine devient visible et lumineuse. Le vitrail s'adresse à toute une communauté. Il enseigne, il touche, il unit, il éduque. On passe d'une œuvre à lire à une œuvre à vivre. Si la gravure invitait à la réflexion, le vitrail, par sa lumière et ses couleurs, fait rayonner la foi vers le fidèle. L'abbé Vin, installé dans l'église au tout début du XVIIe siècle, remplissait à l'origine un rôle bien précis. Elle servait d'aide visuelle et spirituelle aux prêtres qui se succédèrent ici jusqu'à la Révolution française. Une période qui, on le sait, va tout bouleverser. En 1793, l'Assemblée nationale lance le grand mouvement de déchristianisation du pays. En réalité, ce mouvement part surtout des grandes villes et il ne dure pas très longtemps. Sur le terrain, son application varie énormément d'une région à l'autre. À Pont-Sainte-Marie, c'est le citoyen Rousselin, un membre influent du comité du salut public de l'Aube, qui veille à ce que les décisions révolutionnaires soient bien appliquées. Le 22 novembre 1793, il envoie un ordre sans appel. Dans les 24 heures, tous les signes extérieurs du culte doivent être effacés ou détruits. Alors, sur place, c'est le maire de la commune qui prend les choses en main. Il dirige lui-même un petit groupe chargé d'exécuter l'ordre. Les statues des portails sud et ouest sont brisées, les autels de l'église détruits et malheureusement les vitraux n'y échappent pas non plus. Quand on observe aujourd'hui les nombreux plombs de casse de l'abbé Vin, on imagine très bien les dégâts de l'époque. En avril 1887, un rapport du Conseil de fabrique alerte déjà sur la situation. On y lit. Le Conseil de fabrique informe le Conseil municipal de l'état de la verrière grisaille des fonds baptismaux. Un chef-d'œuvre de peinture sur verre. Les plombs sont dans un tel état de vétusté que la moindre tempête en détache quelques fragments. Si cet état de choses continue, cette verrière, qui fait l'admiration de tous les archéologues, aura complètement disparu. Quelques mois plus tard, en janvier 1888, le ton se fait encore plus pressant. Le Conseil de fabrique considère comme un devoir d'appeler l'attention des conseillers municipaux de Pont-Sainte-Marie et de Lavoux sur ce chef-d'œuvre d'art de peinture sur verre, gravement mutilé et menacé de destruction complète, ce qui serait pour notre pays, fier de son Église, une grande perte et un sujet de honte pour notre patrimoine non entretenu. Ces appels finissent par être entendus. Le 6 juin 1894, l'architecte des monuments historiques, Saint-Anne-Lousier, propose un devis de restauration du vitrail qu'on appelait alors le vitrail du triomphe de la foi. Le maître verrier, Félix Godin, soumissionne en mai 1895 et reçoit la commande. Ces travaux, une remise au plomb partielle et le remplacement des parties manquantes, s'achèvent début 1897. L'intervention de Godin est de qualité et elle a permis de sauver le vitrail. Mais avec le temps, les intempéries, les guerres qui frappent toutes proches et le vieillissement des matériaux, l'abbé Vin a de nouveau souffert. Plus récemment, la DRAC a alerté sur son mauvais état et la municipalité de Pont-Sainte-Marie a aussitôt réagi. Le maire et le conseil municipal ont voté la restauration de ce chef-d'œuvre afin de lui redonner toute sa beauté et de préserver encore une fois ce précieux témoin de notre histoire. Donc la conservation-restauration s'inscrit dans une démarche méthodique et rigoureuse, structurée en plusieurs étapes complémentaires. Donc le processus de conservation-restauration débute par un examen préalable approfondi et une phase de documentation essentielle pour orienter les choix d'intervention.
Sur cette base est formulé puis validé un projet de conservation-restauration avant la mise en œuvre des interventions retenues, toujours accompagné d'une documentation précise. Et enfin, l'entretien et la conservation préventive qui garantissent la pérennité de l'œuvre dans le temps. Donc, lors de l'étude d'une baie, d'une verrière, il faut toujours garder à l'esprit que le vitrail peut être appréhendé sous différents points de vue. Donc, on a à la fois l'échelle monumentale et on peut être amené aussi à observer des fragments, des très petits fragments. Donc, c'est sans cesse un va-et-vient entre ces différents points de vue. Donc, le premier travail, ça a été évidemment de documenter et de collecter le plus d'informations possible sur les restaurations antérieures, comment les restaurateurs d'autrefois ont modifié la verrière, quelle est la quantité de pièces d'origine. Donc toutes ces questions, on a essayé d'y répondre et on a essayé aussi de dresser ce qu'on appelle une critique d'authenticité. Donc pour la baie Vin, on a beaucoup de chance puisqu'on connaît la gravure qui l'a inspirée. En revanche, on ne connaît pas l'auteur de cette verrière. On peut imaginer que c'était un Français dans l'entourage de Linard-Gontier, verrier troyen. Donc la plupart des documents qu'on ait à notre disposition datent du 19e et du 20e siècle. Donc si on reprend la chronologie entamée par Christian, donc le deuxième document qu'on ait, c'est une lithographie de Charles Fichot. Alors Charles Fichot, c'est un artiste troyen qui a collaboré dans de nombreux ouvrages majeurs sur le patrimoine au bois. Et donc, il nous a laissé cette belle lithographie, donc, où on peut voir apparaître les teintes de grisaille, jaune d'argent et sanguine. On peut déjà observer ici qu'il manque un panneau, il manque une pièce également. Et à certains endroits, on voit qu'il n'a pas apposé de couleur. Donc, est-ce que ces pièces étaient déjà manquantes? Est-ce qu'il a complété la scène? Donc, voilà. En 1895, la verrière est classée et ça correspond à peu près à l'époque où Félix Godin va intervenir. Ici, on a également une photographie qui date de 1895 et en fait, elle correspond à l'état d'avant la restauration de Félix Godin. Donc, on peut observer ici que on n'a plus de panneaux lacunaires. Donc on imagine que ces pièces étaient des pièces de remploi et provenaient d'autres panneaux. Et on voit également à de nombreux endroits qu'il manque des pièces de verre. Donc là, je vous ai mis une photo de Félix Godin dans son atelier. Donc à l'époque, il est installé à Paris depuis peu, puisqu'avant il était du côté de Clermont-Ferrand. En 1940, on sait que la verrière a été déposée. Donc dès 1935, en fait, le service des monuments historiques préparait avec le ministère de la Guerre un plan pour la protection des œuvres en péril. Et dans l'Aube, un plan de dépose a été réalisé par ordre d'urgence en fonction de la qualité des vitraux et de la situation géographique des édifices. Et cette action a permis de sauver de nombreuses œuvres. Donc les plus grands ensembles ont repris leur place après la guerre. Concernant la verrière de Pont-Sainte-Marie, on ne sait pas trop si elle a été reposée entre-temps, avant les autres restaurations. On a ici une photo qui date d'après 1951. Donc on peut voir ici la restauration de Félix Godin avec quelques pièces en moins, puisque j'imagine que la dépose qui a précédé la guerre a dû endommager la verrière. Et ensuite, on a aussi donc la restauration de Auguste Labouré, qui a été réalisée donc, entre 1951 et 1955, date de repose des vitraux. Et donc voici la photo de sa restauration. Donc à savoir que le Fonds général des archives de la Direction du patrimoine avait entrepris un grand programme de prise de vue après les déposes des verrières pendant la guerre, ce qui a permis d'avoir un panel de photos, donc des vitraux avant et après restauration dans de nombreux édifices
et dans de nombreux départements. Et enfin, donc, la dépose en 2023 qui a eu lieu et sa prochaine repose donc avant l'été 2026. Donc une fois qu'on a collecté toutes ces photos et documents, donc c'est le jeu des 7 différences qui va commencer. Donc l'idée c'est de comparer toutes les photos pour tous les panneaux, ce qui va nous permettre de faire la critique d'authenticité. Donc le point d'attention c'est de comparer les pièces de verre, celles qui apparaissent, celles qui disparaissent, ainsi que les plombs de casse. Donc là je vous ai mis en exemple les panneaux A2, A3. Donc un petit rappel de la manière dont on numérote les panneaux. Donc la lettre correspond à la colonne, donc on part de gauche à droite. Donc ici on a l'ancêtre A, B et C. Et les chiffres correspondent aux registres, aux lignes. Donc on part du bas vers le haut, A1, premier registre, A2, A3, etc. Donc ici on avait vu qu'il manquait un panneau, le panneau A3, qui a été complété avant 1895. Et Félix Godin l'a complètement réinventé. Donc, il faut savoir qu'au cours du 19e siècle, la notion de conservation-restauration évolue. Et ici, on restitue la cohérence formelle et iconographique de la verrière par un complément à l'identique. Donc, les restitutions se font au plus proche de l'original. Alors qu'au début du 19e siècle, quand le concept de conservation-restauration apparaît, on est un petit peu moins interventionniste et on reste plus prudent. Donc là, si on compare les photos, les casses vont être réparées à l'aide de plombs de casse. Et on a l'apparition ici donc, d'une lacune. Une autre comparaison avec les panneaux C1 et C2. Donc ici, on voit que par rapport à la photo de 1895 où on avait beaucoup de lacunes, Félix Godin a complété toutes ces pièces de verre qui manquaient à l'appel. Et lorsque l'on a déposé cette verrière, on a remarqué ici qu'il y avait une intervention supplémentaire qui n'est pas documentée. Et donc le restaurateur nous a remplacé les pièces manquantes par des comblements sans peinture. Donc pour chaque panneau, j'ai essayé de quantifier et de localiser les différentes interventions. Donc par exemple, en jaune, on a des pièces de restauration anciennes. En vert, c'était l'intervention de Félix Godin. En rouge, d'Auguste Labouré. Et enfin, en bleu, la dernière intervention qu'on ait eue sur la verrière. Donc après avoir étudié tout cela, je vous ai mis ici en bleu les pièces de restauration. Donc à peu près un tiers de la baie n'est pas d'origine. Donc une fois qu'on a vu, qu'on a daté à peu près les verres, on s'occupe maintenant des plombs. Donc là, je vous ai remis un verrier en train de monter son panneau en plomb. Donc le plomb, je vous ai mis un petit schéma pour renommer chaque partie. Donc en A, vous avez ce qu'on appelle l'aile du plomb. En B, c'est la gorge ou chambre. C'est la partie dans laquelle le verre va s'enchâsser. Et la partie C, donc c'est ce qu'on appelle l'âme du plomb. Une petite photo d'un plomb daté du XVIe siècle. Et ici, un plomb vu de dessus. Donc, comment on fabriquait les plombs à cette époque? Donc, toujours les photos tirées du traité d'Antoine de Pise. Donc, les plombs étaient ébauchés dans des moules en calcaire, ici. Et on venait pratiquer une incision pour pouvoir former les cavités, ici, des ailes de plomb, et là, de l'âme. Une fois ébauchés, les plombs étaient étirés. Donc oui, d'abord on vient couler le plomb, c'est la photo que vous voyez au milieu. Et une fois que les plombs étaient ébauchés dans un moule, ils étaient ensuite étirés à l'aide d'un tire-plomb. Donc le tire-plomb, on l'utilise déjà dans la seconde moitié du XVIe siècle et ça permettait d'avoir des plombs beaucoup plus réguliers. Donc là, sur la gravure, vous voyez ce petit outil. Par comparaison, je vous ai mis un
un plomb qu'on date du XIIe siècle. Donc c'était déjà moins régulier, les ailes étaient moins larges. On venait souder à l'étain, donc l'étain était lui aussi coulé dans un moule en argile par exemple, et on venait appliquer la soudure à l'aide d'un fer chaud. Donc là je vous ai mis une petite illustration, un petit vitrail, une peinture sur verre qui représente un maître verrier en train de monter en plomb, puis son acolyte qui lui prépare ses fers qui sont en train de chauffer dans un brasero, et il est en train aussi de décaper un autre fer. Voilà. Au XIXe siècle, la technique évolue, enfin c'est plutôt les outils qui évoluent, mais le système est le même. On vient couler le plomb dans des lingotières, ce qui nous permet d'avoir des ébauches qu'on vient également étirer à l'aide d'un tire-plomb. J'ai documenté les plombs puisqu'au début de cette restauration, il a été décidé, au vu du nombre de plombs de casse, de ne pas garder les plombs qui étaient modernes. Donc le dessertissage les rendant inutilisables, on a décidé de refaire une mise en plomb neuve. Donc on trouve différents plombs qui vont de 2 mm à 8 mm de large. Et à chaque fois, donc, je les ai localisés dans la verrière. Je les ai photographiés sous différents angles afin de les documenter pour que les informations ne soient pas perdues. Donc les plombs de 8, on remarque qu'ils servent à dessiner le dessin, on va dire, d'origine. Et les plombs plus fins vont être en fait les plombs de casse. Donc le plomb de 6 est quasiment anecdotique. On a énormément de plombs de 4. Je ne sais pas si on voit bien. Ensuite, on a les plombs de 3 mm et enfin les plombs de 2 mm. Donc une fois qu'on a documenté les plombs, après on peut... Donc ça c'est la partie critique d'authenticité. Et maintenant, on va s'attarder plus aux matériaux qui constituent le vitrail. Donc on va réaliser ce qu'on appelle le constat d'état. C'est une étape où on va essayer de relever toutes les anomalies, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles soient intrinsèques au vitrail. Donc il y a toujours cette dualité avec le vitrail entre la face interne et la face externe. On n'a pas les mêmes altérations. Et on a aussi cette dualité entre le support et le décor. Donc la première altération, elle est d'ordre esthétique. On peut voir des ruptures de coloration, l'adjonction de pièces de restauration pas très esthétiques, on va dire, et la quantité de plombs de casse. Donc à gauche, je vous ai mis le réseau tel qu'il devait être au XVIe siècle, et à droite, le relevé des plombs actuels. Donc on voit évidemment que la lisibilité est quand même assez altérée. Donc l'idée, c'était de réduire tous ces plombs de casse. À droite, je vous ai mis un détail des plombs. Non, ça ne veut pas. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez les petites flèches jaunes. Donc on voit des petites fissures. Et donc ces petites fissures, elles fragilisent le réseau de plomb. Et si elles sont en trop grand nombre, les pièces peuvent finir par se déchausser et tomber du panneau. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez un petit peu mieux en quoi consiste l'altération d'un verre. Donc l'ennemi principal du vitrail, c'est l'eau, et plus particulièrement l'eau de condensation. Donc ici, vous avez un verre vu en coupe, et là, on imagine l'eau de condensation. Donc l'eau, elle est absorbée à la surface, et de manière répétée, continuellement, depuis plusieurs siècles. Et petit à petit, il va se former en surface du verre, à l'intérieur, dans la masse, un réseau de micro-fissures qui vont être d'abord parallèles et après perpendiculaires. Et donc cette partie-là va être fragilisée. C'est une partie qu'on appelle la couche de gel, et elle est fortement hydratée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce phénomène de ce qu'on appelle dans notre jargon de lixiviation. En fait, l'eau va dissoudre petit à petit certains éléments du verre qui vont être extraits.
Et donc après, ce réseau, donc ce verre va être fragilisé. On va avoir l'apparition de petites piqûres et dans le cas le plus extrême, de la perte de matière et des cratères. Donc cette altération, elle est irréversible. Et parfois, dans le cas de la verrière de Pont-Sainte-Marie, on va avoir un brunissement des verres. Donc c'est un phénomène qui se passe dans cette couche de gel. Et en fait, c'est le manganèse qui est contenu dans le verre qui va changer de degré d'oxydation. Et en s'oxydant, il va brunir. Donc en photo, en image. Donc ici, on a en face interne, en lumière transmise, des petites piqûres qui apparaissent à la surface des verres. Et à droite, en face externe, en lumière réfléchie, donc on voit que ces piqûres, elles sont de couleur blanche. Donc le verre a perdu sa transparence à ce niveau-là. Donc les autres altérations des verres, ce sont les casses. Et quand on a de la perte de matière, on a ce qu'on appelle des lacunes. Et on peut aussi avoir des écailles, notamment au niveau des casses. On a aussi observé un phénomène d'irisation des verres. Donc cette irisation, on la voit essentiellement en lumière rasante ou réfléchie. Et là, donc, je vous remontre un petit peu l'oxydation du manganèse. Donc ici, en lumière transmise, ça donne cet effet de petites taches noires. Et là, la même photo au-dessus, en lumière réfléchie, on voit que la peinture, en fait, elle recouvre cette altération qui fait que... Enfin, on voit que cette altération, elle est vraiment dans la masse du verre. Un détail d'un visage où on voit que toutes les piqûres sont brunies, sont noires. Et la partie après restauration et collage, on voit ici que la partie qui était protégée par les plombs, eh bien les piqûres ont bruni moins vite et moins intensément. Une autre altération visuelle, on va dire, c'est la modification de la coloration de certains verres. Ici, on a 2 pièces de restauration qui apparaissent plutôt roses. Et à l'origine, en fait, une fois qu'on a enlevé les plombs, on voit que la partie qui était protégée par les ailes de plomb est verte. Donc c'est ce qu'on appelle la solarisation. C'est une altération qui est due au rayonnement ultraviolet. Ensuite, on a l'altération des peintures. Donc là, ici, on a principalement des effacements de grisailles, des parties qui sont lacunaires au niveau des écritures. Et je vous ai également mis un détail ici d'une pièce de restauration. On a l'impression qu'il manque de la peinture, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au 19e, on peignait dans des montages en plomb provisoires. Et donc la partie qui se trouvait sous le plomb n'était pas peinte. Donc au moment du dessertissage, c'est un indice qui nous indique que ces pièces sont des pièces de même époque et de restauration. On a également des écailles de peinture au niveau des émaux. Et ensuite, on a également des dépôts de surface. Donc là, on imagine toujours notre verre en coupe avec quelques parties peintes. Et par-dessus, donc des dépôts de poussière, de mastic, des croûtes sulfatées ou des recouvrements biologiques. En photo, donc ici, ce sont des mastiques recouverts de poussière. Donc il faut savoir qu'au 19e siècle, ici, les panneaux ont été mastiqués très généreusement. Et le mastic servait à étanchéifier la verrière et à rigidifier le panneau. Là, je vous ai mis des détails de dépôts de surface, donc des poussières, encrassements, des restes de chaux. Et ici, des dépôts sulfatés, donc compliqués à ôter puisque c'est insoluble dans l'eau. Et enfin, des recouvrements biologiques. Donc le problème de ces dépôts, c'est qu'ils maintiennent l'humidité à la surface des verres et donc alimentent le processus d'altération. Donc après toutes ces observations, on passe à la pratique. Donc la restauration peut enfin commencer par les tests de nettoyage. Donc on sélectionne quelques zones pour tester, savoir quel produit va enlever quel dépôt. On teste la tenue des peintures.
Donc ici, vous avez un détail d'un œil en lumière transmise avant et après nettoyage, et la même photo en lumière réfléchie. Donc on voit dans le petit carré qu'on retrouve quand même un peu de luminosité après nettoyage. Et on retrouve également quelques détails qui avaient disparu sous l'encrassement, notamment ce détail de l'hostie dans laquelle on avait une petite crucifixion peinte. Donc là, j'ai augmenté les contrastes pour qu'on la voie mieux. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qu'on peut retrouver après nettoyage. Ici, je vous ai mis le panneau avant nettoyage à gauche et après nettoyage à droite. Donc on retrouve la couleur des peintures. Une grisaille plutôt dans les tons brun-rouge et les émaux bleus. Donc une fois qu'on a réalisé ce premier nettoyage, c'est l'étape du détertissage. Alors c'était une étape assez compliquée puisque les verres 16e faisaient à peu près 2 mm d'épaisseur, donc très fragile. Et on avait la présence de mastic très dur qu'il a fallu ramollir pour éviter de casser les verres. Donc on a fait un dessertissage très précautionneux. Et après dessertissage, donc on vient nettoyer chaque petit fragment de verre au niveau des tranches pour réaliser ensuite les collages et les comblements. Une fois que les pièces sont collées et comblées, on vient les réinsérer dans un montage en plomb. Et enfin, on les retouche à fois pour faire disparaître les lignes de collage et de comblement. Un autre exemple d'un détail où on avait une pièce de restauration assez disgracieuse. Donc il a été décidé de la remplacer par une nouvelle pièce de restauration. Donc ici, avant retouche à froid et après restauration. Donc on retrouve une certaine lisibilité, on va dire. Et donc quand on a une pièce de restauration, il a été décidé de ne pas les coller directement aux pièces 16e. Donc ici, on a utilisé ce qu'on appelle un montage Tiffany. Donc on vient appliquer un ruban de cuivre qu'on vient par la suite étamer. Ce qui permet de garder des lignes assez fines et de combler à l'étain les parties où les verres ne sont pas bord à bord. Enfin, on a poursuivi par la mise en plomb. Donc moi, j'ai monté en plomb les panneaux directement sur le frottis que j'avais réalisé avant le dessertissage. Donc la difficulté, c'est que une fois les plombs de casse enlevés, en fait, on vient modifier légèrement la géométrie de chacune des pièces. Donc là, il faut toujours faire attention à ce que d'un panneau à l'autre, les lignes s'alignent, enfin se suivent. Donc on vient essayer de placer tout ça au mieux. Et enfin, on a achevé la restauration par la mise en cadre des panneaux, dans des cadres en laiton, sur lesquels étaient soudées des vergettes. Et les panneaux ont été rattachés aux vergettes à l'aide de petites attaches en plomb. Donc toutes ces interventions ont été précisées sur des relevés. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ici, ce sont tous les collages réalisés. Ensuite, on a les collages qui remplacent les plombs de casse, les comblements remplaçant les plombs de casse, tous les collages Tiffany, toutes les pièces que j'ai dû refaire. Et enfin, ici, on a le relevé complet de toutes les interventions réalisées sur la baie. Et enfin, la vue de la verrière avant et après restauration. Donc on retrouve une certaine lisibilité et un peu de lumière aussi, après nettoyage. Merci Elisabeth. Donc une précision, Elisabeth parle souvent de plombs de casse. Il y avait 1450 plombs de casse sur la baie 20. Et pour info, d'ailleurs, nous avons fait des mugs qui se trouvent à la sortie, et n'hésitez pas, si vous voulez participer au financement, des mugs un mug nous permet de financer une vingtaine de plombs de casse. Voilà. Bien, donc nous allons conclure. Ainsi, le vitrail de la baie 20
n'est pas seulement une œuvre d'art remarquable, c'est un véritable témoin de l'histoire, à la croisée des cultures, des croyances et des époques. Né d'une gravure italienne, transformée par un graveur flamand, puis magnifié par un maître verrier champenois, il illustre à lui seul les grands échanges artistiques et spirituels de la Renaissance. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est sa capacité à traverser les siècles tout en conservant son message. Celui d'un combat intérieur entre le bien et le mal, d'une foi vivante éclairée par la lumière divine. Malgré les destructions, les révolutions et le temps, ce vitrail a toujours trouvé des hommes et des femmes pour le protéger, le réparer et le comprendre. Aujourd'hui encore, il continue d'émouvoir et d'enseigner, non plus seulement les fidèles, mais tous ceux qui viennent admirer son éclat et sa profondeur. La baie 20, c'est la preuve éclatante que la lumière, même fragilisée, peut renaître à travers le verre, comme la foi à travers l'histoire. Voilà, se termine notre présentation et nous allons maintenant vous passer un petit film qui va montrer le travail d'Elisabeth sur le chantier.
Il nous reste à vous remercier de votre écoute et à vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, à passer voir la vitrail qui est en exposition à la Cité du Vitrail. Voilà, merci.